Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. On est le lundi 29 janvier 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie, nous parlons aujourd'hui d'un moment particulièrement magique et significatif dans la vie du couple, dans la vie de la femme et dans la vie de l'homme. Nous parlons de la grossesse et du suivi de la grossesse. Le thème du jour, bien vivre sa grossesse. Avec nous sur le plateau, Dr Amel Lahrache, elle est hypnothérapeute. Elle nous parlera de l'instinct maternel, du fait de se sentir maman avant l'arrivée de ce bébé. Et avec nous, Dr Hania Zerrouki Touati, elle est gynécologue. Elle nous parlera du côté santé, du suivi de la grossesse, des échographies, tout ce qu'il faut savoir pour avoir une grossesse tout en sérénité. Côté rubrique aujourd'hui, conseils pratiques, nous restons toujours dans la grossesse et nous parlons du mélasma. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mélasma? Appelé aussi le masque de grossesse, et chez nous on le connaît sous le nom du KNF. Alors docteur Dalila Zenter, elle va nous en dire un petit peu plus, comment l'éviter, pourquoi on a ce masque de grossesse, est-ce que toutes les femmes sont touchées et quel est le traitement pour ce masque de grossesse. Et bien sûr, pour finir, la rubrique de Wahida Salim Chérif, elle est dédiée à la Palestine, c'est en fin d'émission et c'est oui cher. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie, et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, on parle d'une aventure qui s'étend sur 9 mois d'attente, de préparation à la parentalité, 9 mois de transformation physique mais aussi psychique, 9 mois où l'on s'émerveille devant le miracle de la vie en gestation. Aujourd'hui, on parle de la grossesse. Donc si ce thème vous intéresse, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Amel Lahrache, vous êtes hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, merci pour votre invitation concernant un sujet aussi vital. Oui. Et avec nous aussi Dr Hania Zerrouki Touati, vous êtes gynécologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour m'inviter aujourd'hui avec vous. Merci à vous d'avoir accepté aussi l'invitation. Alors aujourd'hui, on parle de la grossesse, ce moment merveilleux, mais pas toujours évident, que ce soit pour la future maman ou la maman. On va savoir si on est maman avant justement l'arrivée de ce bébé, et aussi pour le futur papa, qu'on n'oublie pas bien sûr. Alors, quand on a ce petit test urinaire qu'on fait qui est positif, à quel moment aller consulter justement? Parce qu'on se pose souvent cette question. Le test est positif, je vais chez le médecin, j'attends encore. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Alors, le conseil que je lance aux femmes, donc quand elle fait un retard de règles, et bon, elle va faire son test. Alors, le test le plus fiable, c'est le test sanguin. Voilà, le test urinaire, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Donc, je conseille de faire le test sanguin comme premier pas. Alors, pour le deuxième pas, pour la consultation, si la femme n'a aucun problème, c'est-à-dire si elle n'a pas de douleur, elle n'a pas de saignement, elle va bien, donc elle peut attendre 15 à 20 jours pour consulter. 15 à 20 jours après le retard. Après le retard, voilà. On compte ça en semaines, c'est ça, semaine d'aménorrhée. C'est ça, à peu près en 6-7 semaines, voire même 8 semaines. Comme ça, on va voir l'évolutivité de la grossesse, c'est-à-dire l'activité cardiaque, et on va voir l'embryon. Parce que si elle consulte avant, c'est-à-dire l'échographie, on ne va rien voir. C'est-à-dire pour l'embryon, pour l'activité cardiaque et tout ça. Donc il faut attendre au moins 15 jours. Donc attendre 15 jours, donc à 8 semaines d'aménorrhée. Est-ce qu'on peut expliquer ce que veut dire semaine d'aménorrhée aussi? Semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire par rapport aux 8 semaines d'aménorrhée, c'est 2 mois. D'accord. C'est par rapport à la date de l'ovulation. D'accord. D'accord. Donc on commence, c'est-à-dire la date où la femme elle va ovuler. C'est là que, c'est-à-dire cet ovocyte, il va être fécondé, il va devenir un futur fœtus et un futur embryon, un futur fœtus. Donc c'est à J1 la date de l'ovulation. D'accord. Voilà. On compte parce qu'en général, en semaine, quand on attend un heureux événement, quand on est enceinte, on compte en semaine et non pas en mois.
C'est ça, Voilà. une semaine d'aménorrhée. D'accord. Mais ça correspond. Par exemple, 12 semaines d'aménorrhée, C'est 3 mois. c'est 3 mois. Voilà. Voilà. Donc 8 semaines, c'est 2 mois. Donc Très bien. on peut comprendre les choses facilement. Très bien. Et justement, quand ce test est positif, qu'il soit urinaire ou sanguin, ou alors quand on va voir son gynécologue et qu'il nous annonce que voilà, nous sommes en train d'attendre un heureux événement, un bébé à venir, en général, on se dit, la femme annonce cette nouvelle en disant je suis enceinte. Elle ne dit pas voilà, j'attends un bébé. Est-ce que justement à ce moment-là, on n'est pas encore conscient qu'on attend un bébé, ou on est juste conscient que voilà, la situation fait que je suis enceinte, c'est ma situation santé maintenant? C'est ça? En fait, ça dépend. Si c'est la première grossesse, ça va de soi que la femme ne sait pas comment c'est, ce que c'est. Il y a peut-être la joie de la bonne nouvelle qu'elle a attendue peut-être et pour laquelle elle a fait beaucoup de choses. Après, si c'est une deuxième grossesse, troisième, quatrième, cinquième, c'est un peu différent, Mounia. Donc, si vous voulez, si la question est est-ce qu'il y a un instinct maternel ou pas, ou est-ce que... Est-ce qu'on se sent... Parce qu'en général, quand une femme annonce la nouvelle, je suis enceinte, elle ne dit pas directement j'attends un bébé. Et souvent, chez nous, en général, chez tout le monde, on attend la 12e semaine avec l'échographie de datation, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on annonce en général la grossesse, mais avant, on essaie de ne pas le dire parce qu'on a peur, on ne sait pas si cette grossesse est viable et tout ça. Donc, on se met en tête qu'on n'attend pas encore un enfant tant que les échographies ne disent pas que tout va bien. Alors, je vais vous dire, il y a autant de grossesses que de femmes. Oui. Donc, chaque femme, c'est différent. En fait, chaque femme aura sa façon de vivre sa grossesse. Chaque femme aura sa façon d'être génitrice ou mère, ou comme on dit, Rabbat Beit, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais après, on ne peut pas généraliser quelque chose qui est très personnel. On le verra dans l'émission que c'est un processus en fait. C'est vraiment un process. Être enceinte, prendre conscience qu'il y a une vie dedans nous, qu'on est un canal, le canal d'une vie qui, en fait, elle nous traverse la vie. On n'a pas créé la vie, on n'a pas créé un être humain, on n'a pas fait. Parce que quand on dit je vais faire un enfant, c'est vrai que c'est un peu de notre langage qui nous, enfin, comme on dit, on glisse dans le langage, mais en fait, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, c'est la vie qui nous traverse. Après, c'est réellement un processus qui dépend de chaque femme. Parfois, oui, la femme n'est pas très consciente, elle est juste joyeuse. Elle a réussi, entre guillemets, réussi le challenge d'être enceinte. Après, le cheminement est différent. C'est là qu'on prend conscience que c'est, je le dis tout le temps, comme toutes les expériences de vie, c'est un voyage. Oui. C'est un parcours. Oui, un voyage au long cours, au très long cours en fait. Être enceinte, être maman, être papa aussi, c'est un voyage au long cours pour toute personne qui aura cette chance de vivre cette expérience. Et justement, les papas, est-ce qu'ils sont présents pour les échographies, pour les consultations? Est-ce que la nouvelle génération, on va dire, sont plus impliqués qu'avant? Oui, par rapport à l'ancienne génération, là, les papas, ils sont plus impliqués. Même nous, les gynécos... Vous l'avez remarqué? Oui, on a remarqué. On les incite justement. Chaque fois qu'il y a un papa qui attend dehors, je dis à la maman, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il voie son bébé, son fœtus, il faut qu'il voie les battements. Comme ça, il va partager de bons moments avec sa femme. Pour vivre la grossesse avec... parce que c'est une aventure à deux, et non, c'est pas la femme seulement qui porte l'enfant, c'est le couple. N'est-ce pas, Amel? Oui, bien sûr. En fait, l'enfant... les deux parents sont les canaux de nouvelle vie, mais l'enfant a besoin des deux. Il a besoin d'une maman et d'un papa. Mais après, je rejoins ma consoeur. Oui, les papas sont de plus en plus impliqués, que ce soit dans la grossesse ou l'éducation des enfants ou la relation. Oui. C'est un niveau de conscience qui a changé et c'est heureusement pour nous. Oui, très bien. Et justement, là, on parlait d'échographie. Donc la première séance, c'est une échographie pour être sûr qu'on est enceinte. Et après, il y a des échographies bien précises qu'il faut faire à des dates bien précises. Bien précises. Oui. Donc pour l'histoire des échographies, donc, il y a 3 échographies obligatoires à ne pas rater. Je dis comme ça toujours aux patientes. Donc, il y a la première écho, c'est l'écho qui va montrer la vitalité de l'embryon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une activité cardiaque. C'est à peu près vers 7-8 semaines. Si tout va bien, donc on fait une deuxième écho qui est aussi obligatoire, très importante, c'est entre 12 et 14 semaines. Là, on va voir, on va faire la datation de la grossesse. Comme ça, on va bien établir la date de l'accouchement. C'est très important quand on précise ce qu'on appelle la longueur crânio-caudale, c'est-à-dire la longueur du fœtus, de l'embryon. Donc, en fonction de sa longueur, on va dater
la grossesse, exactement parce qu'il y a des ovulations tardives. Il faut savoir qu'il y a des ovulations tardives, il y a des ovulations précoces. Donc, pour mieux dater, c'est à 12 semaines. Puis après, il y a ce qu'on appelle la clarté nucale. Elle est très importante. Quand la clarté nucale est fine, donc on élimine tout ce qui est trisomie, tout ce qui est malformation, tout ce qui est... D'accord ? Quand la clarté nucale est épaisse, là, il faut faire des tests, il faut être prudente, surtout pour l'écho, d'après l'écho de 22 semaines. C'est la troisième écho qui est très importante aussi. 22 semaines, c'est combien de mois de grossesse approximativement? 20 semaines, c'est 5 mois. Donc 22 semaines, 5 mois et demi. Voilà. Donc à 22 semaines, entre 22 et 24, on peut aller jusqu'à 24, c'est-à-dire 6 mois. Donc cette échographie, elle va nous faire ce qu'on appelle le morphogramme détaillé. C'est-à-dire, on va voir tous les organes du bébé. Du cerveau, du cœur, l'estomac, la vessie, les reins, tout. Donc, on va voir s'il y a une éventuelle malformation, ce qu'on appelle, il y a un dépistage prénatal. C'est très important de faire ce dépistage-là. Comme ça, si on trouve une malformation chez le bébé, par exemple une malformation cardiaque, donc pour l'accouchement, il va y avoir, c'est-à-dire, elle va accoucher dans un milieu multidisciplinaire où il y a un staff qui vont prendre en charge ce bébé, ce nouveau-né, juste après sa naissance. Comme ça, on ne va pas le perdre. Voilà. Donc c'est important. Et la dernière, la troisième? Et voilà, et la troisième grossesse, c'est vers 8 mois. 8 mois, comme ça, on va voir le fœtus, ses biométries, c'est-à-dire est-ce qu'il est... Il n'y a pas de retard de croissance. Est-ce qu'il n'y a pas... enfin, on va voir aussi les malformations. On peut ne pas les détecter à 22 semaines, mais on va voir s'il y a une malformation. On va voir aussi la quantité du liquide amniotique. C'est très important. Parce vers le 8e, 7e mois, parfois, on a une diminution du liquide amniotique. Par exemple, quand la femme elle a une toxémie gravidique, la tension, s'il y a une malformation rénale, donc on va voir la quantité du liquide amniotique et on va voir le placenta aussi très important. Ce qu'on appelle, c'est les annexes du bébé. C'est-à-dire, on va voir le bébé, son développement, son évolution, sa position aussi, et les annexes, comme je l'ai dit, le placenta, s'il n'est pas calcifié, s'il est calcifié, donc il y a des petites calcifications comme ça sur le placenta, s'il y a des lacunes, donc il faut bien surveiller cette patiente, c'est-à-dire le bébé, il risque de faire une souffrance fœtale. Donc la surveillance doit être plus rapprochée. Donc cette échographie de 8 mois, c'est avec cette échographie-là qu'on fixe la date de l'accouchement en Exactement. Général. S'il y a un problème, si on voit qu'il y a un liquide, il est c'est-à-dire diminué, si le bébé il est en retard de croissance, donc on ne peut pas laisser la grossesse évoluer jusqu'à 40 semaines. Donc il faut que l'accouchement soit vers 37, 38 semaines. Il faut aussi faire des bilans. Pourquoi il y a ce retard, pourquoi il y a une diminution du liquide. Voilà. Donc il faut surveiller de proche la patiente et le bébé aussi. Il faut faire des ERCF par exemple, le rythme cardiaque du bébé. Il faut faire aussi un Doppler. Voilà. Donc en fonction de cette échographie de 8 mois, on va savoir le mode d'accouchement et on va voir les modalités de surveillance le dernier trimestre. Parler de mode d'accouchement, est-ce qu'on peut choisir son mode d'accouchement? Parce qu'en général, je pense que toutes les femmes attendant un bébé ont un petit peu peur de cet événement-là. Et puis après, on se dit, docteur, moi je préférerais peut-être que ça soit une césarienne parce que j'aimerais que ça se passe comme ça, que ça soit net, que ça soit une date précise, à une heure précise et que je sente moins la douleur. Ou est-ce qu'on peut choisir ça, justement? En fait, maintenant, donc, il y a ce qu'on appelle, même en théorie, on parle de césarienne de convenance. C'est-à-dire, on doit être à l'écoute de la patiente. Si elle a un désir d'accoucher par voie haute, on ne peut pas lui dire non, il faut accoucher par voie basse. C'est vrai qu'on va la conseiller, on va l'aider, on va l'orienter, la canaliser. Voilà, donner notre avis. C'est-à-dire, madame, vous pouvez accoucher par voie basse, tout va bien, mais si elle ne veut pas, on ne peut pas lui imposer. Et il y en a aussi qui on accepte son choix. Il y a aussi d'autres, comme vous l'avez dit, il y a aussi d'autres qui veulent la voie basse. Elles insistent sur la voie basse. Moi aussi, je donne mon avis. Si tout va bien, j'essaye de l'aider au maximum pour exaucer
c'est-à-dire son désir. Elle veut accoucher par voie basse, donc je la prépare avec des ovules, je lui fais des décollements, je lui conseille, c'est-à-dire de prendre des bains chauds, de faire des rapports et tout ça, pour qu'elle accouche. Elle force le dernier trimestre pour qu'elle accouche par voie basse. Je décolle aussi, les décollements c'est très important. Mais si je vois le moindre petit souci, je lui dis, madame, il ne faut pas tenter le... Voilà, et la santé, c'est la santé avant tout, voilà, la santé de la maman et du bébé. Il y a un risque sur vous, voilà, et en général, les femmes, elles acceptent. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut se sentir, avant l'accouchement, est-ce qu'on peut se sentir mère avant l'accouchement, ou c'est après qu'on se dit, voilà, maintenant je suis maman, mais est-ce que ça vient après l'accouchement, ou est-ce qu'on peut se sentir déjà maman avant justement d'accoucher? Ça nous amène à ce qu'on appelle l'instinct maternel. Oui, l'instinct maternel, exactement. L'instinct maternel, Mounia, n'existe pas chez l'être humain. Si on prend la définition d'instinct en tant qu'instinct, parce que l'instinct, c'est quelque chose qui va être dicté par les hormones. Vous le trouvez chez les animaux. Les hormones vont déclencher certaines réactions chez les animaux pour prendre soin de leurs petits. Chez l'être humain, non. Parce que l'être humain est un être pensant, c'est un être conscient, c'est un être qui a des émotions, qui a des paroles et surtout qui vit dans un environnement, qui a une histoire de vie, qui a une psychologie. Donc l'instinct maternel, comme défini de façon stricte, n'existe pas. Par contre, le sentiment maternel existe, qui peut se transformer en amour maternel. Alors le sentiment maternel, c'est cette envie de prendre soin d'un nouvel être. Après, il ne concerne pas que les mamans, Mounia. Donc le sentiment maternel, ça peut être à l'égard d'un enfant qu'on va avoir, ça peut être à l'égard de quelqu'un, ça peut être à l'égard d'un animal, ça peut être à l'égard d'un projet. Donc c'est ce sentiment d'envelopper, de prendre soin, de donner de l'amour, de faire grandir. Tout à fait. Voilà, donc ce sentiment peut se transformer au fil du temps en amour. Alors vous allez me dire, Amel, qu'est-ce qui fait que ce sentiment maternel ou amour maternel existe? C'est lié à l'histoire personnelle de la femme qui commence à sa propre naissance. C'est-à-dire la femme, à sa propre naissance à elle, va être en lien avec une maman. Et c'est là, si vous voulez, que des choses vont se greffer dans son histoire de vie. La première enfance est très importante, oui. Parce que de 0 à 7 ans, on est une éponge. On absorbe, parce qu'on n'a pas le temps d'analyser, on est un inconscient à ciel ouvert. Et cette future femme va absorber, elle aura des échanges avec sa maman, avec aussi le géniteur, le papa. Et donc c'est là que son histoire va commencer, histoire de vie, comment ça se passe avec maman, avec papa, avec la fratrie. Et ce sentiment va se fabriquer. Alors elle peut avoir ce sentiment avant d'être enceinte, elle peut le voir se développer pendant la grossesse, elle peut le voir se développer après l'accouchement et même peut-être un peu plus tard ou au fil des grossesses. Donc c'est vraiment individuel. Hein. Chaque histoire est une histoire. Chaque histoire d'une femme est une histoire différente. Alors c'est pour un peu rassurer aussi les femmes, parce que parfois vous allez avoir des femmes qui vont vous dire mais je ne sens pas le truc, ou je viens d'accoucher mais... Je ne sens pas la différence. Je ne vois pas le truc en plus dont tout le monde parle et ça n'arrive pas et on s'inquiète souvent. J'ai pas ce sentiment, tout le monde me parle d'un instinct maternel, mais en fait non. La comparaison n'est pas sa place du tout dans cette histoire qui est particulière, l'histoire d'un être humain avec un autre être humain. Après, vous allez me dire, Amel, si je n'ai pas ce truc, est-ce qu'il peut venir? Bien sûr qu'il peut venir. Sachant que le petit humain n'est pas comme un petit chat ou un petit chiot, parce que le petit humain est totalement dépendant de la maman de 0 à 7 ans. Donc c'est totalement la dépendance totale. Et c'est pour ça que c'est un parcours. C'est pour ça qu'on parle d'un voyage et que les mamans ont besoin de se préparer, qu'elles ont besoin de prendre le temps. De passer de la responsabilité, de passer de l'obligation, de la perfection, parce qu'il n'y a pas de maman parfaite ni de papa parfait, et les enfants n'ont pas besoin de ça. Alors là, pas du tout, les enfants ont juste besoin de parents heureux, pas de parents parfaits. Oui, souvent on se dit, je vais être parfaite, je ne vais pas faire cette erreur-là, pas faire cette erreur-là. Et même pendant la grossesse, je ne vais pas manger ci, je ne vais pas manger ça. Et c'est contraignant à force. Et à un certain moment, je pense qu'on est étouffé par cette perfection qu'on veut absolument pour son enfant. Tout à fait, parce qu'en fait, on ne lâche pas prise, on ne vit pas les choses telles qu'elles viennent, on n'est pas dans le flot. En fait, je peux vous dire que c'est presque un cheminement, passer de la génitrice à la mère et de la mère à la maîtresse de maison. Alors je préfère vous le dire en arabe parce que c'est un peu plus puissant, je trouve, que dans la sémantique de l'walida ila al-umm min al-umm ila rabbat al-bayt. En fait, le poids de ces mots est très important, Mounia, dans le cheminement d'une grossesse. Au début, j'ai juste un ovule fécondé dedans, en fait, et c'est une évolution. Je suis un petit peu l'walida, la génitrice, hein.
Et ensuite, je passe à maman. Je vais commencer un petit peu à avoir ce rôle et prendre conscience que j'ai dedans moi un être humain. Hein. J'ai dedans moi un autre deuxième cœur. Parce que parfois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'on dit aux mamans, écoute, prends conscience que c'est une expérience extraordinaire, tu as deux cœurs dedans toi, hein, Oui. et que tu as une nouvelle vie humaine qui, à travers toi, va exister, en train de grandir. Et de là, de l'amour maternel va naître. L'amour qui est un amour d'accompagnement, de partage, de mener la vie à terme, et de accompagner la vie. Ensuite, on devient un petit peu responsable. Rabbat al-Bayt, je suis responsable. J'ai cette capacité à accompagner cet être humain jusqu'à 7 ans et même au-delà. Après, on ne met pas de côté les papas. Parce que là aussi, vous avez le walid, vous avez l'ab, oui, vous avez Rabb al-Bayt. C'est pareil aussi, en fait. Ils passent aussi par des étapes, même s'ils ne portent pas en eux le bébé, mais ils ressentent tout ça et ils partagent tout ça avec... Vous avez les deux composantes, en fait, Mounia, le féminin et le masculin. Le féminin, c'est un peu la maman qui va un peu englober protéger, aimer... couvrir. Le papa, c'est la responsabilité, c'est un peu plus l'autorité, la sécurité. Je veille à... En fait, c'est complémentaire. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de grossesse, de suivi de grossesse. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et mesdames, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Friel Hamdi. On revient tout de suite après. Avoir un enfant est une décision importante. L'arrivée d'un bébé peut transformer une vie. Effectuer un bilan de santé est un bon moyen de se préparer aux changements qui s'opéreront dans le corps d'une maman au moment de la grossesse. Lorsque vous pensez à comment faire pour bien préparer votre grossesse, une bonne initiative consiste à passer un examen médical, car vous pouvez parler de votre souhait avec votre médecin. Vérifiez que vous n'avez pas d'éventuelles carences en minéraux et vitamines et faire contrôler votre taux de glucose et de cholestérol en décidant de faire certains choix en matière d'alimentation et de style de vie avant de concevoir un enfant. Vous pouvez améliorer votre santé et vous préparer à la grossesse. Cela peut aussi avoir des effets bénéfiques sur le développement, la croissance et la santé de votre futur bébé. Prendre rendez-vous chez votre gynécologue est indispensable. Vérifiez le fer, la thyroïde, certaines maladies comme la toxoplasmose. Si certaines carences ou maladies sont découvertes, il faudra prendre des précautions. Alors, de retour, on est en train justement de discuter, de parler de tout ça. Donc, on a vu qu'il fallait préparer une grossesse. On en a même parlé la semaine dernière, que c'était important. Et le suivi aussi de la grossesse, on a commencé à en parler. On a parlé des échographies importantes. Quand c'est une grossesse qui est à risque, on dit une grossesse à risque ou une grossesse multiple, est-ce que le suivi est le même qu'une grossesse, je dirais, simple ? On dit une grossesse simple ? Oui, une grossesse sans aucun problème. Voilà. C'est-à-dire une grossesse qui n'est pas à risque, quoi. Donc voilà, donc le suivi n'est pas le même. Pour les grossesses normales, c'est-à-dire sans aucun problème, 3 à 4 consultations pour la grossesse suffisent. Donc, comme je vous ai dit, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le huitième mois et le dernier mois, c'est-à-dire pour l'accouchement. Maintenant, pour les grossesses à haut risque, il faut être... les consultations doivent être plus rapprochées, que ce soit c'est-à-dire les consultations, les échographies, les bilans aussi, par exemple en cas de toxémie, en cas de diabète, en cas d'incompatibilité Rhésus, c'est-à-dire si la maman est négative et le papa est positif. Donc il faut faire des tests de Coombs. Aussi pour les toxémiques, il faut surveiller la tension régulièrement. Il faut que ça soit une coordination entre le gynécologue et le cardiologue. Donc, pour un bon déroulement, c'est-à-dire un bon équilibre de la tension. Pour les diabétiques, pareil, il faut un bon équilibre glycémique et les consultations, l'échographie, elles doivent être rapprochées pour détecter, c'est-à-dire s'il y a un problème. Le moindre souci avant qu'il arrive. Exactement, avant qu'il arrive. Donc, il faut agir vite. S'il y a par exemple, une souffrance fœtale, s'il y a un retard de croissance en cas de toxémie, donc il faut intervenir rapidement. Sinon, si on voit qu'il y a un problème, il faut les orienter vers les services de grossesse à haut risque. Il y a des services spécialisés pour ces cas-là. Donc, il faut la surveiller de près. Voilà. Et la prémipare ? Parce qu'en général, je pense que les mamans sont beaucoup plus inquiètes
quand c'est une première grossesse, quand c'est la deuxième, on a l'impression d'avoir déjà vécu la chose et puis on sait ce qui va se passer, quelle est la procédure à suivre, comment que ça va se passer du premier jour jusqu'à la naissance et ensuite. Mais pour une prémipare, les mamans, elles sont plus inquiètes ou pas? Elles sont plus là à dire oui, mais je veux revenir le plus tôt possible pour voir aussi les échographies et tout ça. C'est vrai que chez la prémipare, donc elle est plus inquiète. Elle veut consulter à chaque fois, donc elle veut être rassurée par son médecin si tout va bien. Mais le conseil que je donne, il ne faut pas tomber dans cette erreur parce que chaque grossesse est différente. Donc il ne faut pas se dire voilà, j'ai fait 2-3 grossesses, tout allait bien, donc cette grossesse, tout va bien, c'est pas le peine de consulter. Non, il faut consulter, il faut faire des échographies, il faut faire des bilans. Parce que la première grossesse, vous n'avez eu pas de diabète, vous n'avez pas eu de toxémie, mais troisième, quatrième, vous pouvez avoir un problème et si on passe à côté, on peut perdre le bébé. Et on peut avoir des complications, que ce soit pour le bébé et même pour la maman. Si c'est un diabète, elle peut avoir des complications. Si c'est une toxémie, pareil. Donc, il faut une surveillance. Même pour les multipares, il faut faire ces échographies et ces consultations obligatoires. Comme je l'ai dit, au moins 3 à 4 consultations au cours de la grossesse. Très bien. Et justement, comme c'est une prémipare, donc c'est la première fois qu'une femme tombe enceinte, on n'a pas le même sentiment aussi. On ne vit pas la chose de la même façon que quand c'est une deuxième, une troisième grossesse. C'est toute la question tout autour de la toute première fois. Voilà. La première fois, généralement, pour nous, humains, est une première fois, c'est une première expérience. C'est nouveau. C'est marquant. Nouveau, voilà. C'est-à-dire le changement est sur tous les plans. C'est pas juste j'ai un test de grossesse, ok, youpi, je suis enceinte. Se préparer en fait à ce changement qui va être sur le plan physique. Ma consoeur pourra vous en parler. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan hormonal, psychologique. C'est important. En fait, c'est une approche holistique comme toute chose qui concerne l'être humain. Donc, se préparer à cela, c'est pas juste j'ai un test de grossesse positif et je vais manger pour deux. Non, ça n'a rien à voir. C'est manger 2 fois mieux. Et c'est pas juste je vais acheter la layette et faire le trousseau et tout ça. Sachant, Mounia, ça serait bien de le dire, la grossesse n'est pas une maladie. Aussi. Oui, c'est pas du tout une maladie. Les femmes sont faites pour. C'est une étape de la vie, voilà. Après, la préparation, c'est-à-dire se renseigner, tous les moyens maintenant de se renseigner sur tous les plans, se préparer et vivre ça comme un beau voyage. On prépare ses vacances, on prépare un repas, on prépare plein de choses. On s'organise pour tout. On prépare pour tout. Alors là aussi, la grossesse, ça se prépare. Après, ne pas se presser, ne pas être dans. Il faut que je fasse tout, il faut que je sache tout, il faut que je sois prête à tout. Non. Il faut laisser les choses faire le travail. Oui. Et pour une deuxième grossesse ou une troisième, est-ce qu'on. Je vais le dire directement, est-ce qu'on peut faire, ou est-ce qu'on peut faire une deuxième grossesse pour guérir la première grossesse qui s'est peut-être mal passée, ou on veut refaire les choses mais correctement? Chaque histoire est une histoire, Mounia. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes qui vont le faire avec ce désir, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Donc, je ne peux pas vous répondre en vous disant oui, on peut faire une deuxième pour réparer notre comportement. Ce que je peux vous dire, c'est que les femmes devraient se lâcher la grappe par rapport à cela et se souvenir que c'est un sentiment qui se développe, sentiment maternel, qui devient amour maternel, et il n'est jamais trop tard. Vous voyez, il n'est jamais trop tard. Si je me rends compte que j'ai l'impression que je n'ai pas assez été dans ce sentiment, cet amour maternel, où mon enfant a 3 ans, 4 ans, mais allez, c'est pas grave. Il y a encore du temps. Continue. Ça peut être plus tard, ça peut être à l'adolescence. C'est-à-dire, ne pas se dire, jazz le train, il ne passe jamais le train. On peut toujours se rattraper. On peut toujours bien faire. Donc, gardez ça en tête que ça fait rien. Je suis en train d'apprendre quelque chose. J'ai peut-être pas compris dans ma conception de la grossesse ou de ce que c'est qu'un enfant, que c'est un sentiment qui va se développer, qu'il y a un amour, qu'une responsabilité et surtout une conscience par rapport à ce qui m'arrive. Mais allez, je continue avec le premier et le deuxième, je ferai autrement. C'est-à-dire on apprend à travers nos erreurs. Tout à fait. Exactement. L'erreur est humaine. Et pas de culpabilité, Mounia, pas de se dire j'aurais dû, j'aurais pas dû, on m'a dit à la télé que l'amour c'est comme ça. Non, pas du tout.
Et le petit humain, c'est un petit, surtout chez nous, le petit humain, il va durer parfois jusqu'à 30 ans. Entre guillemets, je plaisanterie mise à part. Hein. En fait, le petit humain, c'est jusqu'à 7 ans, mais après, il y a l'adolescence où l'enfant a besoin de sa maman, etc. Oui, Voilà. c'est d'autres étapes ensuite de la vie. Voilà. D'ailleurs, on Oui. dit que la maman de 20 ans n'est pas la maman de 30 ans et n'est pas celle de 40 ans. On mûrit avec l'âge, on apprend, c'est des expériences de la vie. Donc, il faut toujours, comme vous l'avez dit, on se rattrape. Voilà. Je suis tout à fait Il n'est d'accord. jamais trop tard. Il faut toujours, ce qui est bien, c'est la communication. Très importante, la communication avec son enfant. C'est-à-dire, s'il interprète un comportement d'une manière, il faut lui expliquer Pourquoi et comment. pourquoi on a fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Voilà, comme ça, la communication, elle va aider au développement de cet amour. D'ailleurs, vous allez trouver des mamans qui, première grossesse, elle est, entre guillemets, génitrice. Oui. C'est-à-dire le strict minimum, malgré elle ne fait pas exprès, hein, je m'occupe, je change, etc. Mais les derniers enfants, le dernier ou la dernière, c'est vraiment une Elle histoire, le chouchoute plus. une histoire d'amour. Oui. C'est là l'amour Ce maternel. qu'on appelle mazosie. Le dernier, oui. L'histoire d'amour, elle est là. Entre cette maman et son enfant, C'est et différent. vice-versa. C'est Oui, totalement oui. différent. Parce qu'elle a appris. Oui. Je ne suis pas en train d'encourager le fait d'attendre la 5e ou 6e grossesse pour développer cet amour, parce que là, je me sais qu'elle est les premiers. Mais en fait, juste prendre conscience que je peux me rattraper, je peux y aller, voilà. Très bien. Et justement, pendant la grossesse, il y a aussi des examens à faire. Il y a aussi des examens et des analyses à faire par rapport à certains virus, certaines bactéries et tout ça, où il faut faire attention. Quels sont justement ces virus ou ces bactéries dont il faut vraiment faire attention? Alors, on a parlé de la surveillance échographique, Oui. elle est importante. Il ne faut pas oublier aussi la surveillance biologique. Oui. Très, très important de faire ces bilans régulièrement. Alors, le premier bilan à faire dès que la patiente est enceinte, donc elle fait son test, il est positif. Elle va consulter son gynéco, il va lui faire l'échographie. Donc, elle va lui demander des bilans à faire standard, à savoir la formule, c'est-à-dire pour voir s'il n'y a pas une anémie. Il faut corriger par la suite. Il faut, c'est-à-dire aussi qu'elle mange bien, c'est-à-dire comment dirais-je, pour supplémenter. Exactement, pour supplémenter, corriger cette anémie. Aussi, il faut faire la glycémie, très importante, surtout s'il y a un facteur. L'interrogatoire aussi, j'ai oublié de parler, très important. S'il y a un facteur de risque, par exemple, de diabète chez la famille, si elle a déjà fait un diabète gestationnel, si elle a déjà fait des gros poids de naissance, tous ces facteurs, c'est pour cela que l'interrogatoire, je vais parler par la suite, est très important. Pour la glycémie, par exemple, s'il y a des antécédents familiaux de diabète, elle peut développer aussi un diabète. Il faut qu'elle fasse sa glycémie à jeun et 2 heures après les repas. Comme ça, on va détecter le diabète à temps. Et puis, il y a justement ce moment pas très agréable où on donne un liquide bien sucré GPO. Voilà, bien sucré à la future maman. On lui demande ça prend une demi-journée où elle boit un liquide bien sucré et ensuite elle prend fait ses glycémies tous les 2 heures et tout ça. C'est ce qu'on appelle la GPO. C'est un examen qu'on fait vers 24 semaines, 28 semaines et tout ça. Quand on suspecte un diabète chez la femme, voilà. Alors il ne faut jamais le faire quand le diabète est confirmé. C'est-à-dire si on trouve au dextro des glycémies élevées chez la femme enceinte, c'est-à-dire supérieures à 0,92 à jeun et 1,20 g 2 heures après le repas. Il ne faut jamais faire la GPO parce qu'on risque d'aggraver le diabète. Donc on fait cette HGPO-là quand on suspecte que la femme fait un diabète. C'est-à-dire, on voit à l'échographie, par exemple, il y a un excès de liquide, on voit à l'échographie que le bébé, les biométries sont un peu plus grands que d'habitude. Là, on fait l'HGPO. D'accord. Voilà, pour confirmer si la patiente a un diabète ou pas. Oui, voilà. C'est un moment très désagréable, en tout cas, pour les futures mamans, en tout cas. Et justement, la toxoplasmose, voilà. Oui, les sérologies aussi. Voilà, parce que la toxo, en général, on dit aux jeunes filles et tout ça, bon, tu as joué aux femmes, on leur dit, tu as joué avec les animaux, tu as des animaux de compagnie, tu as joué dans la terre quand tu étais petite et tout ça. Bon, tu as dû sûrement faire la toxoplasmose, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas automatique. Oui. Alors pour les sérologies, donc il faut faire les sérologies de toxoplasmose comme vous l'avez dit. Quand la femme n'est pas immunisée, parce que la sérologie, on a 2 taux. On a le taux d'IgG et IgM. Souvent les patientes me disent « Ah, j'ai le taux d'IgG positif, donc je suis contaminée ». Non, au contraire,
vous avez un taux d'IgG positif, ça veut dire que vous êtes immunisé. Donc, que vous avez eu la toxoplasmose avant la grossesse. C'est rassurant pour la patiente. Voilà. Parce que si elle va voir la toxoplasmose une deuxième fois, le bébé il va être protégé, il ne va pas avoir de malformation. Très bien. Parce que la patiente est immunisée, comme je l'ai dit. Il y a aussi la sérologie de la rubéole. Oui. Aussi, elle est importante. Pardon, pour la toxo, je n'ai pas terminé. Donc, il faut, si elle est négative, si la patiente n'est pas immunisée, il faut qu'elle fasse sa sérologie chaque mois, mensuel, avec les règles hygiéno-diététiques, à savoir éviter les chats, comme vous l'avez dit, les viandes bien cuites, voilà. parce qu'on trouve le toxo, la viande. Il faut bien laver les salades, les fruits avec une goutte d'eau de javel et tout ça. Donc, voilà comment on surveille la patiente si elle est séronégative, si elle n'est pas immunisée. Passons maintenant à la rubéole, aussi, c'est important, la sérologie de la rubéole. Pareil, il y a des IgG et des IgM. Si on trouve les IgG positifs, c'est-à-dire qu'il y a une immunité ancienne. C'est-à-dire la patiente a déjà eu la rubéole. On est tranquille. Donc à ce moment-là, on est tranquille, même s'il y a des enfants qui ont la rubéole autour de nous. Autour de la crèche, l'école, là, il n'y a pas de problème, vous êtes immunisé, donc le bébé il ne va pas être contaminé. Donc la patiente est protégée, même le bébé est protégé. Il y a aussi une chose dont on parle peu, c'est le CMV. Oui. Cytomégalovirus, absolument. Qu'on peut aussi contracter quand on est enceinte et qui peut justement peut avoir des effets sur des malformations sur le fœtus. Sur le fœtus, on aura des calcifications au niveau du crâne, on aura un retard de croissance intra-utérin, on aura diminution du liquide, donc il y a un risque sur le bébé. Comment l'éviter justement à ce moment-là? En général, le cytomégalovirus, c'est comme une grippe, on peut l'attraper partout. En général, c'est les enfants qui nous contaminent, donc on ne peut rien y faire. Donc faire attention aux petits-enfants, si on a d'autres enfants très petits, donc il faut faire attention par rapport à ça, parce que dans les crèches, ça circule et on peut être contaminé. Alors je vais vous demander un dernier conseil, parce que le temps passe tellement vite, et puis ce sujet est tellement intéressant qu'on pourrait en parler toute la journée. Un dernier conseil pour les futures mamans. Oui, je n'ai pas terminé encore pour les bilans biologiques, le goitre aussi, c'est important de le dire. La TSH, très importante, parce qu'il y a une modification de la TSH au cours de la grossesse. Qu'il faudra suivre. Voilà, s'il y a un problème là, il faut la régler avec le traitement. D'accord. Voilà. Sinon, un dernier conseil pour les futures mamans? Voilà, donc je vous conseille de vivre sereinement votre grossesse, d'essayer d'être... Donc c'est une belle expérience, c'est une merveilleuse expérience. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de stresser, de vouloir tout programmer, tout régler au millimètre près. Voilà, il faut accepter ce qui vient et avancer tranquillement. Voilà, exactement. Merci, docteur. Amel? Apprécier le voyage. Apprécier ce voyage d'accompagner une nouvelle vie sur Terre, comme on dit en anglais, enjoy the trip. Safar hada mumtia. Et puis la personne, elle se rappelle, juste la femme se rappelle qu'elle a deux cœurs dedans elle et que c'est un processus et qu'avec le temps, tout est possible. Très bien, merci docteur Amel Lahaj, vous êtes hypnothérapeute, merci d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Et docteur Hania Zerouqaïtouati, vous êtes gynécologue, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la partie rubrique juste après ceci. نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلالي وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلالي وجبالك حرين يا على مكيلالي يا أرض صلاح الدين. احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا. حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين. إيه تحيا فلسطين. نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين
وجبال حرين يا يعلى من كلالي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هما اصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين. نهديك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين. قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلم كيالي وجبال الحرين. قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلم كيالي وجبال الحرين يا يعلم كيالي يا أرض صلاح الدين. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Maintenant, c'est la partie rubrique avec conseils pratiques. Avec nous, docteur Dalila Zeddak. Bonjour. Bonjour, maman. Vous êtes dermatologue. Merci Oui. d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie. On va parler avec vous du mélasma, du masque de grossesse. Exact. Très bien. Avec nous aussi, Wahida Salim Sharif. Bonjour. Bonjour Monia. Ta rubrique Oui Chef. Ça Oui. va? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah, très bien. On va commencer par le masque de grossesse Oui. et on finit avec toi, bien sûr, pour Avec la plaisir. Palestine. Donc, le masque de grossesse, on va en parler, définir ce que c'est, les causes et tout ça, mais juste après le jingle, bien sûr. Alors, je pense que toutes les femmes enceintes ont peur de ce masque de grossesse, donc on fait très attention. On a les conseils des mamans et des belles mamans, des grands-mères aussi qui nous disent éviter le soleil, faire attention, tu risques d'avoir un masque de grossesse ou appelé chez nous KNEF surtout. Voilà. Mais qu'est-ce que le masque de grossesse exactement? Alors d'abord, avant d'expliquer c'est quoi un masque de grossesse, c'est important de connaître en fait la peau. Elle est faite de 3 couches importantes. D'accord. Vous avez l'épiderme, vous avez le derme et l'hypoderme. D'accord. Un mélasma ou un masque de grossesse, en fait, au niveau de l'épiderme, vous avez des cellules qu'on appelle mélanocytes qui synthétisent un pigment, c'est la mélanine. À l'état normal, en fait, c'est un pigment qui va protéger la peau contre les UV, les effets nocifs des UV qu'ils peuvent avoir sur notre peau. Mais quand on a un mélasma, c'est un dépôt excessif et permanent qui va se situer soit au niveau de l'épiderme, soit au niveau du derme. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer un mélasma, mais les 2 principaux, ça va être le facteur hormonal. C'est pour ça qu'on l'observe le plus souvent chez la femme enceinte. Parce qu'il y a un chamboulement hormonal qui se passe. Et donc, Effectivement. Du coup, voilà. Et il y a aussi l'exposition solaire. Donc une femme enceinte qui va être mal protégée contre les UV va a un risque de développer un mélasma. Donc il faut savoir que ça survient chez 25% des femmes enceintes. D'accord. Mais il y a aussi des cas de mélasma chez des personnes qui ne sont pas enceintes, donc chez les femmes qui prennent des traitements œstroprogestatifs comme la pilule. Il y a des cas de mélasma chez les hommes, c'est très rare, mais c'est décrit, d'accord. Surtout les hommes qui prennent des traitements hormonaux. On a aussi des formes génétiques familiales, donc ce qui explique l'apparition de mélasma chez la maman, après chez ses filles. Donc il y a un facteur génétique qui joue un rôle. Donc si par exemple la maman a eu un masque de grossesse, donc ses filles, ses enfants, même les garçons, on va dire, ont un risque de développer un mélasma, même en dehors de la grossesse. Même en dehors de la grossesse, il faut qu'il y ait facteur hormonal. Donc chez la fille, ça va être la pilule contraceptive, traitement œstroprogestatif. Chez l'homme, c'est certains traitements hormonaux pour les cancers de la prostate ou plus l'exposition solaire. Il y a même certains médicaments qui peuvent entraîner l'apparition d'un mélasma, comme les traitements antiépileptiques et tout ça. Mais bon, après, ça reste une maladie qui a forte prédominance féminine. Donc on a 9 femmes pour un homme. C'est clairement la pathologie de la femme. De la femme surtout, oui. Mais ça reste décrit.
Il apparaît généralement, c'est le premier trimestre de la grossesse. D'accord, donc dès le premier trimestre. Est-ce que c'est, par exemple, si le premier trimestre, c'est pendant l'été, on va dire, est-ce qu'il y a une saison qui favorise plus l'apparition ou pas? Alors, c'est l'été ou c'est l'hiver? Non, c'est les UV et les hormones. Après, nous, on a la chance de vivre dans un pays où il fait beau tout le temps. Donc, même en plein hiver, on est exposé aux UV. Et donc, si on n'est pas protégé, on risque de le développer. Même s'il y a un temps couvert, s'il y a des nuages, il fait gris. Après, c'est pas aussi important que quand on est en plein mois d'août à midi. Mais c'est vrai que ça traverse, oui. Est-ce qu'on peut le prévenir? Bien sûr. Alors d'abord, cliniquement, comment il se manifeste? Oui. Ça va être... en fait, c'est une maladie qui est acquise et qui est bénigne. C'est important de le savoir et de le dire. C'est-à-dire il faut rassurer la patiente, lui dire que c'est bénin. Ce n'est pas quelque chose de grave ou qui cache autre chose. C'est uniquement c'est une hyperpigmentation de la peau, c'est-à-dire c'est des taches brunes du visage qui vont toucher le front, avec un respect de la lisière du cuir chevelu, le nez, les joues, la lèvre supérieure. Et ça peut toucher aussi d'autres parties du corps, comme par exemple la ligne blanche de l'abdomen, les cicatrices, les grands plis. Donc tout ça, il va y avoir des taches qui peuvent aller du jaune ocre vers le noir. Ça dépend des phototypes en fait. Pour les phototypes foncés, ça va être vraiment des taches beaucoup plus noires. important. Oui. Pour les phototypes clairs, ça va être plus dans le jaune clair. D'accord. Et donc, moi, ce que je conseille à une patiente qui développe un mélasma, en premier lieu, c'est d'aller voir son dermatologue, qui va lui faire un examen qui est très simple. Hein. C'est l'examen à la lumière de Wood. C'est une lumière bleue. Qui prend 5 minutes, c'est rapide. En fait, c'est le fait d'appliquer cette lumière bleue va nous permettre de savoir où est-ce que les dépôts de mélanine sont situés au niveau de la peau. Et ça va être très important pour la suite. Et pour le traitement aussi. D'accord. Parce qu'on va déterminer, on a 3 types de mélasma en fait. D'accord. On a le premier qui est tout gentil, qui est tout mignon. Superficiel, on va dire. Qui est spontanément résolutif. D'accord. Il va partir tout seul. Il vient, il s'installe. Après la grossesse, il finit par partir tout seul. On a le deuxième qui est épidermique, c'est le plus superficiel. Donc on a les dépôts de mélanine au niveau de l'épiderme. Donc celui-là, c'est le plus fréquent. C'est 70% des cas. C'est celui qu'on va traiter. On n'aura pas de mal à traiter. Et on a le dernier, c'est vraiment le mélasma aggravé. C'est le mélasma dermique, donc c'est 10% des cas. Donc il a été aggravé soit par un traitement qui a été trop précoce, soit par un traitement qui a été mal conduit en fait. D'accord. Donc une fois qu'on sait où est-ce qu'on se situe, on va pouvoir guider la patiente et lui expliquer comment elle doit faire la suite. Exactement. Et justement pour traiter, est-ce qu'on peut traiter un mélasma pendant la grossesse? Ou faut-il attendre? Voilà. Alors déjà, il faut lui expliquer que c'est une pathologie, on est en face d'une pathologie qui est chronique. D'accord. Donc ça va évoluer pendant 10-20 ans. Et pendant cette évolution, on peut avoir des rechutes, des récidives, ça peut rentrer dans l'ordre. D'accord. En fait, il y a pas mal de dermatologues qui expliquent à leurs patientes, leur disant, quand vous allez chez le coiffeur, vous coupez les cheveux, il va falloir venir chez le dermato soigner votre mélasma. D'accord. Donc, durant cette évolution, ce que je conseille aux patientes, c'est que après son accouchement, ou après son allaitement. Parce qu'en fait, le traitement est contre-indiqué pour le l'allaitement bébé, et pour l'accouchement. parce qu'il y a un passage au niveau du lait. Donc après son accouchement, après son allaitement ou après le changement de la contraception. Parce qu'on oublie aussi de parler de la femme qui est sous pilule contraceptive. Donc elle change sa contraception. Il faut observer un temps une pause. D'accord. Il faut faire une pause de quelques mois, 6-8 mois. Parce que déjà, durant ces 6-8 mois, on a remarqué que si on traitait trop vite, on pouvait aggraver le mélasma et on pouvait avoir des rechutes. Et on avait remarqué aussi qu'il y avait un faible pourcentage de mélasma spontanément résolutif. Donc on va attendre ces quelques mois pour que justement ça finisse par rentrer dans l'ordre. Ensuite, on entame un traitement. D'accord. Et le traitement consiste en quoi au juste? Alors le traitement, donc je disais... Pour ce qui est du mélasma épidermique, c'est celui-là qu'on va traiter. Donc, quand on a un mélasma dermique, d'emblée, on va lui expliquer que... Bon, déjà, c'est 10%, c'est pas beaucoup. Mais d'emblée, on va lui dire, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter. Il va falloir plus opter pour de la cosmétologie, un traitement
un maquillage couvrant, D'accord. pour lui éviter de rentrer dans cet engrenage Sans fin. où elle va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et pour avoir un résultat qui est quasi nul par la suite. D'accord. Pour le traitement du mélasma épidermique, donc, il y a les premières mesures à suivre. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un défi thérapeutique. Donc, ça va être d'instaurer une bonne photoprotection. C'est la première chose à faire. Donc, à large spectre, UVA, UVB. Mais c'est un réflexe qu'on devrait tous avoir au quotidien, tous les jours déjà. Effectivement, oui. Donc, c'est une protection à large spectre, UVA, UVB, à fort donc SPF 50 pour toute la période ensoleillée. On va lui conseiller aussi d'arrêter les œstroprogestatifs, donc chercher un autre moyen de contraception. Et on va traiter les mélasmas épidermiques. Donc le meilleur traitement jusqu'à présent qui a fait ses preuves, ça va être les préparations dépigmentantes. Donc c'est un traitement local que le médecin prescrit, donc à base d'hydroquinone, de dermocorticoïdes, d'acide rétinoïque. Donc après aussi, ça reste un traitement il faut que la patiente elle soit bien consciente de ce qu'elle est en train de faire, parce qu'il y a des effets secondaires, il y a des petites rougeurs, des picotements. Donc si elle n'est pas bien c'est une informée, épreuve quand même. Oui, ça reste un défi thérapeutique. D'accord. Donc vous avez les préparations dépigmentantes que le pharmacien prépare. Ça part au bout de 2-3 mois. Donc vous avez un éclaircissement progressif des taches et ça finit par rentrer dans l'ordre, toujours avec le risque de récidive bien sûr. Il y a les autres traitements qu'on peut proposer, c'est les traitements physiques, mais qui sont vraiment de seconde intention parce que ils n'ont pas réellement démontré leurs preuves, comme les lasers, les peelings. Ils peuvent engendrer des complications, une hyperpigmentation post-inflammatoire, des petites cicatrices. Donc à ce moment-là, il vaut mieux éviter ce... Ça va être vraiment de seconde intention, ça va être pour les mélasmas aggravés ou pour les phototypes clairs. D'accord. C'est vraiment, ils ont leurs indications, elles sont très limitées, mais c'est surtout les préparations dépigmentantes qui donnent de bons résultats. Et un dernier conseil pour éviter le mélasma, si c'est possible, pour les femmes sous pilule ou pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont déjà eu un mélasma. C'est une bonne photoprotection durant toute la période ensoleillée. Donc toute l'année. Puisqu'on a on est dans un pays où on a le soleil toute l'année, 12 mois. Effectivement, oui. D'accord. Et surtout de marquer la pause, le temps d'attente après l'apparition du mélasma. C'est-à-dire, parce que les patientes, elles sont un petit peu trop, elles ont vite envie de s'en débarrasser parce que ça affecte un petit peu, ça a un impact psychologique important. Donc il faut bien lui expliquer qu'il faut attendre, il faut marquer cette petite pause de quelques mois avant de traiter. Très bien, merci docteur, vous restez avec nous. On va passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif, oui cher, mais juste après le jingle. Merci Wahida. De retour avec Wahida. Alors Wahida, aujourd'hui, Palestine toujours, et tu nous parles de... Toujours des acteurs, des personnalités connues dans le monde qui soutiennent la Palestine, qui ont soutenu la Palestine depuis le début, mais depuis des années aussi. Il faut savoir que malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'on leur a bloqué leurs comptes, leurs réseaux sociaux, ils ont perdu des contrats, ils ont perdu des rôles, ils ont dû être punis. Par exemple, on a l'exemple de notre joueur de foot aussi qui a été puni parce qu'il a soutenu la Palestine, il a utilisé son réseaux sociaux, mais il faut savoir qu'ils continuent à le faire, ils sortent dans des manifestations, ils l'expriment, tant qu'ils peuvent le faire, ils le font. On commence par la première des personnes hollywoodiennes qui a dit stop au génocide en Palestine, c'est Angelina Jolie, bien sûr. Elle a posté un truc un joli texte avec la photo du bombardement à Gaza. Donc elle a dit que c'est plus possible. Elle a dit ça fait quand même deux décennies qu'ils sont en train de les bombarder, mais il faut savoir que c'est un peu plus que ça. Voilà, donc elle a dit les enfants ne peuvent plus. On dit 2 décennies, c'est par rapport aux réseaux sociaux qui sont apparus et qu'on a plus de facilité à accéder à l'information et à partager. Il faut savoir qu'elle a été rappelée par plusieurs agences pour lui dire de lui demander de supprimer ce poste qu'on est en train de voir. Il y a même son papa qui l'a appelé parce qu'il a un peu peur pour ça, ce qui est normal. Il dit c'est de retirer, calme-toi, parle plus de Palestine, surtout pas en ce moment et tout. Elle a dit j'assume, elle a reposté sur ses stories, elle a dit j'assume tout ce que je dis, je ne peux pas me taire devant un génocide qui est en train de se passer, sachant qu'elle-même, depuis des années, elle est ambassadrice de la bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies, donc ce qui est tout à fait normal, elle ne peut pas
prétendre être engagé dans l'humanitaire et ne rien dire face à cette catastrophe qui est en train de se passer en Palestine. Il y a aussi une actrice que j'adore beaucoup, énormément d'ailleurs. Malheureusement, elle a dû perdre plusieurs rôles, plusieurs contrats. Il s'agit de Suzanne Sarandon, elle a 77 ans. Donc en la voyant, moi quand j'ai su son âge, j'ai dit tiens, elle fait on dirait pas. On ne dirait pas. Voilà. Elle n'a pas raté une des manifestations pro-palestiniennes. Elle a été arrêtée plusieurs fois. En fait, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a plus peur. Elle se dit depuis toujours. En fait, elle, depuis toujours, elle dit elle est pro-palestinienne. Elle n'accepte pas ce qui se passe en ce moment en Palestine. Elle qualifie l'occupant d'apatride. Elle le dit clairement. D'ailleurs, plusieurs fois, elle a dû être convoquée par rapport à ses propos. Mais elle continue à le faire. Elle sort avec le drapeau palestinien. Elle sort avec des pancartes où elle invite tout le monde, surtout ses followers, à la rejoindre quand il y a des manifestations pro-palestiniennes. Il y a aussi le grand acteur d'Avengers, donc c'est Mark Ruffalo. Donc lui, il a été vraiment touché par les événements qui sont en train de se passer actuellement en Palestine. Donc il appelle même ses followers à créer des pétitions, à écrire à leur gouvernement pour leur demander d'arrêter le génocide qui est en train de se passer actuellement en Palestine. Il faut savoir que lui-même, il a été mis de côté, donc ils lui ont annulé des contrats, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à soutenir la Palestine. Cette jolie photo, c'est celle de notre DJ algérien, c'est DJ Snake, qui a posté et reposté 1000 fois. Il a dit stop au génocide à Gaza, Free Gaza. Donc il a même fait des dons pour soutenir la population gazavite qui est en train de souffrir en ce moment. Il y a aussi la chanteuse Selena Gomez. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit j'en ai marre. On va parler d'elle tout de suite. Donc Selena Gomez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit j'en ai marre de tout ce qui est en train de se passer en Palestine. J'ai du mal à regarder. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, elle a bloqué ses réseaux sociaux pour qu'elle ne soit plus connectée. Elle dit je n'arrive plus à voir des enfants mourir tous les jours sans que personne ne réagisse. Ça, c'est inhumain. Je suis humaine, je dois supporter, de par mon humanité, je dois supporter le peuple palestinien et les aider. D'ailleurs, elle a consacré une grande somme de son argent pour aider le peuple palestinien. Donc elle aussi, on l'a un peu boycottée, on l'a mise de côté, on a annulé certaines dettes de ses concerts malheureusement. Il y a aussi celle qu'on vient de voir là tout de suite, on a déjà parlé d'elle. Oui. C'est Greta Thunberg. Voilà, l'activiste, celle qui adore la nature. Donc depuis toujours, elle fait des manifestations pour parler du réchauffement climatique. Récemment, elle a eu un événement à Amsterdam, parce qu'il faut savoir que souvent, elle voyage. Donc voilà, sur ses réseaux sociaux, tous les jours, elle poste Stop Stand with Gaza, Stop Bombing Gaza. Donc récemment, d'ailleurs, à Amsterdam, elle a fait un discours. Elle était montée sur scène avec un kéfier. Malheureusement, un pro-occupant, il l'a poussée. Mais heureusement que les gens qui étaient avec elle, ils l'ont soutenue. Elle a continué, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas, franchement, pour son âge, elle est très très jeune. Maintenant, elle doit avoir 16 ans. Elle n'a pas peur. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle a dit qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à Gaza. Ça, c'est une catastrophe qu'on ne peut plus supporter. Très bien. Voilà. Merci Wahida. Avec plaisir, Monia. On se retrouve demain pour une autre rubrique aussi, dans votre émission Ma famille, ma vie, comme toujours de 10h30 à 11h30 en direct sur Canal Algérie. Merci Dr Delila Zdar, vous êtes dermatologue. Merci d'avoir participé à l'émission, de nous avoir éclairé sur le mélasma. Je vous remercie. Quant à vous, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Et on se retrouve dès demain, 10h30 sur Canal Algérie, en direct bien sûr. Au revoir.